J'ai 2 mots à vous dire. Et tout le monde peut ramener sa fraise. J'ai 2 mots à vous dire, version vidéo 5 ans plus tard, on est toujours en public avec les contributeurs. Et on parle, vous voyez, de sujets graves, légers. On alterne un petit peu avec beaucoup de bonne humeur. Voici, avant d'accueillir nos 2 prochains invités, les 5 bonnes raisons de Nico. Les 5 bonnes raisons de Nico. Parce que Nico est un chroniqueur, il n'est pas que co-intervieweur. Tout à fait, surtout quand on me sollicite la veille pour le lendemain. Je sais dégainer très rapidement et vous en rêviez. Il y a comme ça qu'il travaille en fait. Vous en rêviez tous et toutes ou pas. 5 situations après, où on s'autorise. C'est ça, 5 situations où on s'autorise. Je vais vous autoriser à vous lâcher, à devenir des dingos, des cacous, des foufous, en disant tout haut ce que vous pensez tout bas, sur 5 situations de la vie de tous les jours qui peuvent vous agacer très fortement. Voilà. Donc la situation numéro 5, on va les faire décrescendo comme ça, ou crescendo comme vous voulez. N'hésitez pas, prenez votre courage à 2 mains et dites au jeune Emilio que rouler à contresens en vélo sur la route avec son casque de MP3 sur les oreilles, ce n'est bon ni pour son intelligence ni pour son assurance vie. Si à cela Emilio te répond wesh, vas-y, qu'est-ce que tu me racontes, vous aurez la confirmation qu'ayant le syndrome du DJ, il est déjà sourd, casque sur les oreilles ou pas, et vous pourrez le laisser se faire écraser en toute quiétude. Au moins vous l'aurez prévenu. C'est ça, vous l'aurez prévenu. Situation numéro 4, le cas de Jean-Louis qui est un petit peu particulier puisque Jean-Louis est chasseur de tous ces nuisibles qui envahissent la nature et la rendent moins belle, le dahu, le ragarou, la vouivre ou le marsupilami, tous ces animaux qu'il a inventés après avoir bu un bon litron de rouge. Si le courage vous en dit, dites-lui que ramasser ses cartouches en plastique et ses bouteilles de verre serait bon pour la nature. Attention tout de même qu'ils ne vous prennent pas trop au pied de la lettre et vous transforment vous-même en compost dans un fossé. Situation numéro 3, Georgette, que j'aime beaucoup, Georgette, qui est cette retraitée de plus de 70 ans. C'est bon, aucun risque de procès, elle nous écoute pas à cette heure-ci. Elle soupe. Georgette, il faut lui dire plus fort et plus près de l'oreille, arrête de faire tes courses le week-end. Tu entends, Georgette? Tu as 5 autres jours dans la semaine pour faire tes courses. Tu peux c'est même... moche la lutte anti-vieux. tu peux même arriver à l'aube avec ton thermos si tu veux. Tu as tous les jours de la semaine pour rouler sur les pieds des gens avec ton caddie, prendre 1 heure pour poser tes affaires sur le tapis ou déblatérer sur la jeune caissière qui a le malheur d'avoir un piercing comme la vache qui rit, sauf que peut-être la vache qui rit n'est pas celle que l'on croit. Situation numéro 2. N'hésitez pas, si vous avez l'occasion de prendre le taxi de Robert, à mettre les choses à plat. Demandez-lui tout d'abord si vous pouvez payer votre course en 50 fois sur 10 ans pour les 50 km à parcourir qui évitera de casser votre PEL ou votre code vie. Et puis, vous avez remarqué cet univers de senteurs, Camel près de la Coudoir, Marlboro sur votre appuie-tête, Gitane près de votre tapis de sol. Heureusement, Roger ne fume pas, le sapin senteur accroché au pare-brise l'atteste. Par contre, il le reconnaît, il fait du spiritisme dans la voiture. Pas sûr qu'avec toutes ces réflexions, cela ne soit pas lui qui vous fume et que vous finissiez à pied, donc à vous de choisir. Situation numéro 1, donc c'est Geneviève, sacrée Geneviève, elle a beaucoup de mérite à gérer ses 5 enfants quand elle va faire ses courses. Notez Geneviève, c'est avant tout naturel, naturopathie, réflexologie, pédagogie de libre expression de ses enfants, donc ne jamais les reprendre. Donc petit conseil que vous pouvez quand même donner à Geneviève, même si elle sait mieux que vous. D'abord, le minimum vital pour le bien-être en société, c'est de dire lorsque Kevin fait de l'escalade dans le rayon du supermarché que ce n'est pas bien. Kevin, notre réalisateur? C'est ça. Non, aucun rapport. Tout à fait. Que lorsque Charles touche le poisson à la poissonnerie après s'être curé le nez, c'est sale. Que Gustave arrête de hurler pour avoir de l'artichaut et des blettes au rayon fruits et légumes, car ça n'existe pas, les gamins qui aiment ça, sauf les lobotomisés. Enfin, que Paul arrête de faire tourner en rond le caddie une bonne fois pour toutes de sa petite sœur Constance, parce qu'elle va finir par déranger les gens à leur vomir dessus. Quelle belle reprise, en une chronique réussi à me mettre à dos certains chasseurs, certains chauffeurs, certains jeunes, certains vieux et certains coincés dans l'attente de leur message retour sur le chroniqueur moralisateur à 2 balles. Elle est pas belle la vie. N'est-ce pas? Les chasseurs, tu peux y aller. Merci Nico. Les 5 bonnes raisons de Nico. Donc on envoie les courriers où? J'ai 2 mots à vous dire, Nicolas, gmail.com, n'hésitez pas. Elle existe encore cette... Il y a 10 ans, une amie nous a fait nous rencontrer au départ pour parler d'accompagnement de création de créateurs d'entreprises. Et puis au détour de la conversation, le mot radio nous donne l'occasion d'exprimer une passion commune. Et depuis, nous avons enchaîné les expériences pédago-radiophoniques, telles 2 randonneurs marchant au même pas. Nous marchions sur une plage
un peu comme celle-ci. Voici un complice de micro, un complice de sono, un complice de blind test également. Je cherche mon jingle pour tout à l'heure, un complice de paperboard de nature également. Il dirige la société Manage Conseil. Voici Stéphane Sanchez. De moi à vous dire, l'invité de l'émission. Stéphane Sanchez, le vrai jingle normalement il est là. J'ai 2 mots à vous dire, l'invité de l'émission. Et on va lui poser plein de questions. Et on va lui poser. Et là il y a 15 contributeurs quand même de J'ai 2 mots à vous dire qui ont des questions à te poser. Tu n'as pas changé en 10 ans. Oh, c'est gentil. C'est vrai? Ouais. C'est vrai. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas. Si, il y a la barbe qui a poussé depuis, peut-être. Système-U, Oui. directeur du service informatique. Ingénieur informaticien. Voilà. Fallait que je la sorte. Ah non, il y a énormément de travail. Et avant ça, tu fais tes études en compta-gestion. Et un jour, tu tombes sur une recruteuse qui te dit que tu n'as pas la tête de l'emploi. Raconte. J'ai pas une tête, ouais. C'est les cheveux, toujours. Je me rappelle de celle-là. Ouais, des fois tu m'écoutes en fait. Ouais, c'est génial. Mais en fait, j'avais postulé pour être adjoint au service comptabilité dans un magasin Carrefour. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'elle avait déjà trouvé le candidat. Et elle avait à me vendre le poste de adjoint chef de caisse. Et moi, je voulais être comptable. J'avais fait 6 ans de comptabilité. Donc moi, je voulais être comptable. Et elle a dû percevoir le personnage, alors je sais pas à quel numéro ça correspond, Serge. Et puis à un moment donné, elle était complètement épuisée parce que moi j'étais déjà dans l'argumentaire. Et elle se retourne vers ses dossiers, elle fouille dans ses CV, elle trouve un CV et elle trouve un mec avec des lunettes boutonneux et elle dit lui il a une tête de comptable, vous n'avez pas une tête de comptable. Quelle horreur. C'est une horreur ça. Quelle horreur. Alors Ouais, que, alors j'ai que les trouvé ça comptables sont sympas, les comptables sont oui, nos amis bien sûr. déjà. Ah ouais, la preuve, je suis comptable de naissance. Bah moi. oui, de naissance. Et du coup, c'est ce que je dis en fait. J'ai fait 6 ans de comptabilité, 6 mois de comptabilité dans ma vie. Depuis, j'ai arrêté. Et du coup, je dis effectivement, moi, j'ai pas une tête de comptable. Alors, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et je suis tombé à ce moment-là dans le management. Et tu deviens Dimitri? Il devient. Et je ne sais pas parce que Il je ne devient. lis pas le... Ben non, parce que tu buvais les paroles. Bien sûr. J'étais Tu complètement... buvais les paroles. Il Non, mais devient il devient. chef de caisse. Ouais, je Chef suis de dans le caisse. management. Je gère avec 3-4 personnes, 120 hôtesses de caisse, puisqu'à l'époque, ça représentait quand même un tiers du personnel d'un magasin. Donc on était 360 et voilà. Donc j'ai débuté à 23 ans comme manager. Pas trop Waouh. traumatisant, 120 caissières à gérer. Eh ben oui, parce Ça donne que quoi pour- 120 caissières? Est-ce qu'on pour un peut petit faire le coach. bruit de 120 caissières s'il vous plaît? Qui Attention, chiaille. 3, 2, 1, on y va. Ouais, non, c'était adorable parce que je me suis cramé forcément les ailes en tant que jeune manager en demandant à ce que Plein de les choses gens, pour elle. plein de choses pour elle, effectivement. Et puis forcément, je me suis fait envoyer bouler, donc j'ai revu ma copie et puis j'ai appris. Comme Cécile qui revoit sa copie juste Voilà, à côté de toi et elle travaille sa chronique pour tout à l'heure. J'ai appris à m'exprimer, à demander les choses autrement, avec beaucoup de bienveillance et puis avec beaucoup d'écoute. On en parlait tout à l'heure. Ouais. À quoi il ressemble Stéphane Sanchez à 23-25 ans, chef de caisse, 120 hôtesse de caisse sous sa responsabilité? C'est un gamin qui découvre la vie, qui a envie de réussir, qui a envie de se prouver plein de choses à lui et aussi à ses parents, et puis qui à force de travail monte les échelons parce qu'à l'époque dans la grande distribution c'était encore possible, c'était vraiment une belle école, ouais. On nous donnait les C'est moyens. plus possible aujourd'hui? Si, ça l'est toujours. Dans la grande distribution, ça l'est toujours. C'est de plus en plus compliqué parce que la jeune génération a du mal à travailler jusqu'à 20h, 21h, à travailler le samedi, ce qui peut se comprendre bien évidemment, sauf que ce qui est quand même un peu étonnant, c'est que ces jeunes, que je comprends, d'ailleurs ce sont aussi mes enfants à moi, qui refusent ça, mais qui sont les premiers à les consommer jusqu'à 20h, les samedis, les dimanches, les jours fériés, comme on en parlait. Donc il y a un vrai souci, parce qu'il y a une vraie demande, mais personne n'est capable de répondre justement à se positionner de l'autre côté de la barrière.
Nico ? Oui, moi j'ai eu une expérience grande distribution et j'ai voulu passer sur le côté obscur du management. Et il faut savoir quand même que ce qui m'avait été reproché, c'est d'être trop à l'écoute des salariés. Donc, on m'avait dit, bah voilà, il ne veut pas vendre tel objet, qu'est-ce que vous dites ? Moi, en même temps, il veut pas vendre tel objet. J'aimerais bien comprendre. Je dis pourquoi il veut pas la vendre ? C'est un produit de merde. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il a un problème dans sa vie ? Enfin, je devais être trop conscience. Et on m'a dit non, faut pas que vous soyez comme ça. Ils sont obligés de le vendre, donc vous n'avez pas le choix. Voilà. Ouais. Et comment ça se passe, toi qui es expert en management aujourd'hui, on peut être à l'écoute de ces difficultés, justement, d'adhérer à un produit ? Mais maintenant, on n'a plus le choix, de toute façon. Parce que, contrairement à d'autres générations, où on nous demandait, on nous imposait à rentrer vraiment dans la vie active et puis à nous mettre dans le moule, maintenant on a compris dans les entreprises qu'il fallait vraiment tenir compte de la génération et qu'il fallait qu'on fasse avec, et que c'est aussi à l'entreprise de s'adapter. Et ça, les entreprises qui ne l'ont pas compris vont vraiment avoir beaucoup de mal. Maintenant, on doit aussi faire un pas l'un vers l'autre pour y arriver. Parce qu'il y a plein d'emplois, notamment dans notre région, en Vendée, en Loire-Atlantique, où j'interviens beaucoup, on ne trouve plus, il manque 300 conducteurs, 300 chauffeurs, il y a 3000 camions qui ne partent pas tous les jours parce qu'on manque de bras. Et pourtant, se former pour avoir son permis poids lourd, c'est 4 mois, seulement 4 mois. D'accord ? Pour un boucher, c'est 2 ans. Vous voyez ? Et on les trouve pas. Et parce qu'on leur donne pas envie. C'était la chronique Pôle emploi. Oui, c'est ça. mais dans tous les métiers de bouche, on a dégoûté les gamins. Et puis on veut absolument qu'ils aient leur bac, qu'ils réussissent, etc. Mais on peut réussir dans des métiers passion, à condition que les passionnés ne dégoûtent pas les futurs passionnés. Fanny ? Oui, moi j'ai fait pas mal de petits boulots. J'étais vendeuse en prêt-à-porter, donc la caisse je connais. J'ai fait de l'usine. Tu étais la meilleure caissière pour les clients d'ailleurs. Oui. J'étais la meilleure vendeuse. C'est la meilleure vendeuse. Ça c'est pour ceux qui n'ont pas vu encore l'interview de Fanny. C'est ça. Donc tous ces petits boulots là, je les connais. C'est des boulots qui sont super difficiles. Et surtout, là où on se retrouve pas mal, un peu toutes les personnes qui sont présentes ce soir, c'est qu'on est sur du développement personnel et sur du bien-être personnel. Or, pour moi, ce qui ressort vraiment de ces métiers-là, c'est qu'il n'y en a pas et qu'il n'y a pas de reconnaissance dans ces métiers-là. C'est un travail tellement difficile. Travailler le samedi, travailler le dimanche, c'est super difficile. On n'a pas le même rythme que tout le monde. Du coup, comment on fait pour donner envie aux gens d'aller faire un métier qui est difficile, mais qui en plus n'est pas reconnu auprès du grand public ou auprès, je dois le dire, auprès des chefs et des managers qui parfois ont un comportement, moi pour l'avoir vécu, vraiment abject. Et avant de répondre, Stéphane, tu attendais quoi en termes de reconnaissance, toi ? Fanny ? Moi, j'attendais déjà qu'on arrête d'humilier les personnes qui travaillent dans ces magasins-là. Moi, je suis sortie de ce système-là vraiment à cause de l'humiliation permanente. Ça, c'est le b.a.-ba, ça. Eh ben oui, mais malheureusement, le b.a.-ba, il a pas l'air d'être conscient chez tout le monde. Oui, et en plus, il y a quelque chose à changer aussi dans l'esprit aussi des consommateurs, parce que ça arrivait souvent, enfin moi, ça m'est arrivé encore il n'y a pas si longtemps d'entendre une dame et de s'adresser à la caissière en disant, bon, tu vois, si tu travailles pas, tu finiras comme la jeune fille. Oh là là, quelle horreur. Et la jeune fille en question de répondre, et elle a été formidable d'ailleurs, je lui rends grâce de regarder et de planter ses yeux dans les yeux de la mère et de lui dire, vous savez madame, j'ai une licence et une maîtrise en psychologie cognitive et je fais ça juste pour arrondir mes fins de mois. Il faudra le rajouter dans la prochaine chronique, s'autoriser à dire des choses, Nico. Stéphane, une réponse ? Déjà, il y a des personnes qui aiment ce métier. Il y a des gens qui sont faits, si on prend l'hôtesse de caisse, il y a des personnes qui s'éclatent vraiment, mais qui ont au-dessus d'eux des personnes qui considèrent que ce métier est dégradant. Moi, j'ai eu à rectifier une responsable d'hôtesse de caisse qui parlait exactement comme ça du métier. Et j'ai dit, mais tu me dis que tu as des problèmes pour recruter. Mais forcément, si tu penses ce que tu penses de ce métier, comment veux-tu attirer des personnes ? Mais ça va se finir comment ? Et tout ça va être robotisé. Moi, il y a 12 ans, quand je travaillais chez Système U, j'ai visité des magasins en Suède, en Norvège, où on n'avait plus que 2 hôtesses de caisse pour une vingtaine de caisses.
tout ça c'est robotisé. Ça va disparaître comme les distributeurs automatiques de billets, comme les péages, etc. Et après, ça fera forcément du chômage. Mais les gens préfèrent ça. Et à côté de ça, on en a besoin en tant qu'humain. On voit le succès, ne serait-ce que des marchés. On s'éclate au marché. Je sais pas vous, faites votre marché, vous allez vous éclater. Le système U a un positionnement qui amène les clients à revivre des expériences de type marché. Nico, puis ensuite on parle de manège conseil. Très rapidement, je pense que effectivement ça va créer du chômage, mais je pense qu'on est dans une mutation aujourd'hui de la société qui est en train effectivement de se robotiser sur plein de points quoi, et on va avoir des métiers qui vont gérer cette robotisation là. Moi, je suis allé dans des entreprises filmées il y a pas très longtemps où ils avaient supprimé tous les risques professionnels de mal de dos, etc., en mettant des robots partout, et on leur a dit mais vous avez dû sucrer un paquet de monde, et non en fait à côté de ça ils avaient formé un paquet de monde pour gérer les robots, donc c'est deux métiers différents. Je pense qu'il y a une évolution qui est en train de se faire quoi. Marie dans le public. Alors oui, mais Marie, oui. Non, s'il vous plaît, non, laissez Marie s'exprimer quand même. Voilà, très bien. C'est ok. Si Laurent, pas dans tous les domaines, parce que moi je suis dans le domaine médico-social. Je forme des gens qui vont bosser en EHPAD, et aujourd'hui en EHPAD on ne pourra pas remplacer les aidants par des robots, sauf qu'aujourd'hui, même problème en EHPAD, c'est pas un métier qui est reconnu, plus personne veut y aller. Qu'est-ce qui manque en termes de reconnaissance, Marie ? Une valorisation des salaires, clairement, et puis aussi médiatiquement. On a vu là des reportages dans les établissements qui montraient vraiment un côté très noir de ce que peut être ce travail, alors qu'il y a des établissements où ça se passe très bien et où les gens sont heureux d'aller travailler. Donc c'est aussi la reconnaissance de la société. Donc voilà, c'était juste pour dire qu'il y a des domaines où on ne pourra pas mettre des robots. Donc il faudra trouver d'autres solutions que je n'ai pas. Mais il y a des petits robots pourtant là qui accompagnent des personnes âgées là maintenant. Il y a des rails plafonniers qui commencent à arriver quoi, des choses pour transporter les personnes et tout, qui évitent que les gens se pètent le dos quoi. Arnaud ? Je voulais juste faire une remarque. Vous avez remarqué que les caisses sont toutes un numéro, comme Serge tout à l'heure le disait. Un peu de sérieux. Il y a des caisses altruistes, des caisses romantiques, des caisses épicuriennes. Sympa, je ne vais qu'à la 9, moi, personnellement. Un jour, tu seras un 9, tu verras. Oui, Serge. Mais à contrario, il y a effectivement plein de métiers qui en fait aujourd'hui se revalorisent totalement, dans le bâtiment en particulier, les métiers de bouche aussi. Il y a aussi l'autre facette, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes maçon qualifié, vous gagnez beaucoup plus que beaucoup de boulots qui sont réputés, qui ont été réputés pendant des années plus intellectuels. Mais donc après, je pense qu'il y a de la place pour beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'on voit une scission s'opérer entre ceux qui sont qualifiés et ceux qui n'ont pas de qualification. C'est ça vraiment la dichotomie en fait. Alors Stéphane Sanchez, notre invité dans J'ai deux mots à vous dire, contributeur et invité aujourd'hui. Il y a 10 ans, oui, il y avait une question de Max. Non, je voulais juste te dire, il n'y a pas de sous-métier et il faut absolument encourager nos enfants à faire ce qu'ils veulent et ce qu'ils aiment. Et moi, juste... c'est Max, le capitaine du Spirit of Victoria, tout petit exemple, qui parle. Moi, j'avais beaucoup de difficultés à l'école. Et j'ai été orienté très très jeune vers la marine marchande, un milieu qui me passionnait. Et aujourd'hui, à partir du moment où je suis rentré à la marine marchande, je suis passé de, c'est clair, de 7 de moyenne générale en études générales à 17 de moyenne générale. Et j'en ai fait aujourd'hui mon métier. Chef mécanicien aujourd'hui. Chef mécanicien sur les remorqueurs à Saint-Nazaire. Et je m'éclate totalement dans mon métier. Et patron de ce bateau Spirit of Victoria qui accueille notamment de nombreuses entreprises. C'est un joli parcours qu'on peut retrouver notamment sur internet, puisqu'on avait eu la chance de pouvoir t'écouter ici. Tu reviendras peut-être quand même sur le fauteuil de J'ai deux mots à vous dire. Tout à fait, ça sera avec plaisir. Une prochaine fois. Merci pour effectivement ce témoignage. Il y a tant de gamins finalement, si on acceptait l'idée qu'ils puissent passer par des voies dites un peu moins royales, en tout cas pour dans la tête du grand public, et qui leur permettrait de s'épanouir. Stéphane. Non mais en tant que papa, moi j'ai 2 grands garçons qui ça y est ont leur CDI. Alors je suis très content pour eux et ils font le métier qu'ils ont voulu faire. Ils avaient 12 ans, tu vois. Et ils sont dans quoi? Il y en a un qui est dans l'informatique, voilà, il s'éclate, et c'est travail plaisir pour lui, il compte pas ses heures, il est courageux. Et puis le deuxième est dans le cinéma.
Bon, moi au départ j'étais pas d'accord parce que je me disais bon voilà tu vas te retrouver il y a des artistes là-dedans. Voilà, c'est ça encore un 4, merde. Alors... un 4 c'est en référence à l'énéagramme, l'interview de Serge tout à l'heure, à retrouver sur cette chaîne. Tout écouter avant de me comprendre. Moi j'ai joué 4 au foot donc j'adore c'est contre les 9 donc c'est impeccable. Mais non mais ils s'éclatent, ils sont heureux mais quel bonheur pour les parents, Donc allez-y, ils ont une passion, poussez-les vers ça, ils trouveront leur voie. Dimitri, puis je vais passer à l'as la question sur Manège Conseil, je pense. Non, mais une petite remarque rapide. En fait, finalement, tu conseilles aux enfants de ne pas écouter leur conseiller d'orientation quand il leur dit attendez. Enfin, quelqu'un qui tape sur les conseillers d'orientation. Bien sûr. Les pauvres. Un jour, on accueillera un conseiller en orientation parce qu'il n'y a pas que des brels. J'espère bien. J'espère bien, mais surtout, il faut absolument que les conseillers d'orientation disent mais tu sais, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie. Ça, c'est un peu terrible. Moi, là, je parle d'expérience. C'est ce que m'avait dit mon conseiller d'orientation. Voilà. Heureusement que je ne l'ai pas écouté. Je fais juste un aparté. Il te reste 4 secondes 12. Dans mon domaine de boulot, j'ai l'expérience d'une amie qui était allée voir sa manager et qui lui avait dit j'aimerais bien devenir et faire tel métier dans la boîte. Et puis elle lui a fait mon fils aussi voudra aller sur la lune, c'est pas pour ça qu'il ira. Quelle horreur. Bon, on fera une spéciale orientation puisque ça a l'air de vous brancher, c'est très bien. Voilà, c'est ça aussi l'idée de ce retour de jeu de mots à vous dire. Contre-contributeur uniquement aujourd'hui, ça nous permet d'ouvrir des sujets. Je t'ai pas entendu, Elodie, alors que toi tu es une pro de l'orientation professionnelle à la base. Ça. Oui, j'ai beaucoup en fait travaillé sur l'orientation des jeunes. Par contre, je t'ai vu prendre 3 pages de notes. Voilà, sortie du système scolaire depuis plus d'1 an, donc en Seine-Saint-Denis, et puis j'ai travaillé aussi avec des 4e, 3e, donc sur Carquefou, donc c'est encore autre chose. Mais bon, c'est un sujet qui est très très vaste parce que les jeunes, en fait, quand ils sont en 4e, 3e, ils ont une faible connaissance d'eux-mêmes. Tout à l'heure avec Serge, on parlait de la connaissance de soi, mais cette connaissance-là, ils l'ont pas. Ils ont une connaissance éparse, ils ont que des unités d'eux-mêmes en fait. Donc ils savent qu'ils aiment la nature, qu'ils aiment un peu la mécanique, mais ils font pas le lien entre. Et ils n'ont pas une vue globale en fait de leur personnalité, donc ils n'arrivent pas à savoir en termes de dynamique comportementale ce qui leur convient. Et ils ont un faible dictionnaire des métiers en fait. Donc leur répertoire est très très faible. Ce à quoi s'ajoute l'anxiété des parents. Voilà. Et puis après, bon bah il n'y a pas de responsable particulier. La responsabilité, c'est surtout que en fait, ces jeunes-là, enfin je parle des jeunes, ceux qui sont dans les études, ceux qui ont quitté les études, donc on les amène pas à découvrir le monde de l'entreprise suffisamment tôt. Donc il y a aussi cette raison-là. Et effectivement, il y en a certains qui on coupe les ailes. Et j'avais travaillé avec des jeunes donc sur Carquefou, c'était assez amusant. Il y en avait un qui disait, moi de toute façon, c'était des 4e, 3e techno. Moi, je veux être CRS, parce que CRS, il n'y a pas besoin de diplôme. Donc, je lui ai dit oui, sauf qu'en fait, l'accès au concours, c'est sans diplôme, mais aujourd'hui, ça s'adresse à des personnes qui ont bac +2. Il me dit, oh, non, n'importe quoi. Et il s'intéressait aussi à l'hôtellerie-restauration, et il avait fait un stage. Il s'est dit, bon, je vais faire hôtellerie-restauration, et si vraiment j'échoue, donc j'irai faire CRS. Bon, c'est quand même resté un petit peu dans sa tête. Mais pour lui, CRS, c'était pas l'intérêt, c'était plutôt la facilité parce qu'il n'y a rien qui le motivait véritablement. Et il y a beaucoup de jeunes qui se sont réinvestis dans leur orientation à partir du moment où ils ont vu voilà, ce où qui ils leur sont partis convenait. d'eux-mêmes, de leurs envies. Serge et Stéphane. Juste un témoignage, il y a 2 ans, dans une grande convention Germe, on a rencontré un batteur volant. Vous imaginez ? Ah oui, bah oui. The Flying Frenchies. On peut être batteur volant si on veut. Ouais, il le raconte très très bien. Allez voir les Flying Frenchies sur internet, vous verrez des fous furieux qui font de la musique et puis qui font aussi de la slackline, hein, vous savez, du funambulisme au-dessus des gorges de l'Ardèche et du Verdon, c'est incroyable. Stéphane, tu crées Manège Conseil il y a 10 ans maintenant. Le 1er octobre 2008. 2008. Avec quelle intention au départ ? De transmettre mon expérience et puis de m'éclater. Ah oui, c'est d'abord ton expérience. Tu te positionnes pas d'abord comme expert. Ah non, surtout pas. Non, beaucoup d'humilité, puisque la devise de Manège, c'est l'humilité, le partage d'expérience sont facteurs de progrès. Oh, il est bon. Tiens, fais un jingle, Nico, s'il te plaît. Donc, Stéphane Sanchez. Stéphane Sanchez, l'humilité est facteur de progrès.
Non, ça c'est Germain. Enfin bon, bref. Non, et puis après, bah, moi, en toute humilité, je suis pédagogue et j'ai envie c'est la transmission. Et puis c'est aussi de me dire, bah, moi, je me suis éclaté pendant des années avec mes équipes. On a beaucoup travaillé avec beaucoup de sérieux, mais toujours avec beaucoup de déconne, de plaisir, d'humain là-dedans. Et je me dis, peut-être que d'autres entreprises ont besoin de moi. Et puis je les rencontre, et puis c'est le cas. Et je fais mon petit bonhomme de chemin, je prêche. Avec l'envie de décaler toujours le support. Ouais, et puis effectivement, derrière c'est de la pédagogie, mais c'est aussi du ludopédagogique, puisqu'on apprend mieux en jouant. En s'amusant. Et alors pour les 5 ans de l'entreprise Manège Conseil, tu te dis, et si j'allais plus loin dans le décalage, et si je créais une conférence théâtralisée? Ouais, tout à fait. Et c'est comme ça que naît, avec une rencontre avec notre complice commun Rodolphe Collet, qui n'est pas là aujourd'hui, qui sera là. Un jour, je vous aurai tous les deux au micro en même temps. Voilà, un jour viendra. Et vous créez ensemble Management Syndrome et compagnie, une conférence théâtralisée. Je suis attiré par mes notes alors que je connais ça par cœur. T'es quand même le parrain de la conférence. 5 symptômes qui nous touchent tous. La réunionite, est-ce que vous êtes atteint de réunionite, messieurs, dames? Ça nous touche, ça? Non. Bon, d'accord. On a trouvé les premiers au monde. J'avoue qu'on est beaucoup en réunion. On a une réunion pour ci, pour ça. Et puis, comme maintenant, on couple ça avec le collaboratif, il y a des fois, on est beaucoup et très souvent en réunion. Donc là, c'est terrible. La paltandinite, la supposite, la feelingtonite et l'infobésité. Qui a vu cette conférence? Arnaud, je crois que tu l'as vu, la conférence théâtralisée de Stéphane et Rodolphe. Prends un micro. En quoi ça permet d'aborder, alors cette conférence-là, puis d'autres, mais particulièrement celle-ci, ces syndromes qui nous touchent tous? Toi, tu travailles dans un métier où j'émets l'hypothèse que tu peux être atteint de réunionite parfois. En quoi ça... Non, même pas? Si. mais on vous entend pas. Envoyez un intermittent du spectacle à Arnaud. On va changer, ou on va prendre l'autre micro pendant ce temps-là. Voilà. On prend l'autre micro, et puis on va refaire 5 bonnes raisons de Nico. En quoi ça permet d'aborder ces symptômes d'une autre façon? D'abord, c'est très bien écrit, donc bravo déjà aux auteurs, on passe un très bon moment. Et puis en plus, ça nous rappelle des belles scènes de notre quotidien au travail, puisque moi je suis dans une collectivité où on est 7000. Et on a tendance à faire beaucoup de réunions dans des salles qui sont B600, B400, B300, B200, D200, D400, D600. Ça arrive qu'on se trompe de salle parfois? Oui, et en plus il y a même des gens qui mangent dans ces salles là le midi, donc ça sent la choucroute en même temps. Donc, merci à l'ingénieur et à l'architecte qui a inventé ce bâtiment. Le bâtiment de Nantes Métropole, à côté de la Cité des Congrès. Ah, ça y est, c'est dit. Ça c'est dénoncé. Ouais. Alors en quoi ça permet d'aborder ces syndromes d'une autre façon? Est-ce que tu t'es vu en quelque sorte dans les scénettes abordées? On se retrouve tous à un moment donné, on est soit coupable ou victime de la pièce de théâtre, quoi. Et aujourd'hui, c'est un bon moment de retour sur soi-même, quoi. Moi, j'ai vécu un bon moment, on était plusieurs dans la soirée à le vivre. Et après, on a enchaîné avec une discussion, quoi. Bon, ça nous a pas empêché le lendemain d'aller au bureau avec des réunions à faire, quoi. Mais on l'a fait avec un petit sourire aux lèvres. Faut prendre des piqûres de rappel. Voilà. Raconte-nous oui, Serge, et puis ensuite, je voudrais t'entendre nous raconter un bon moment de cette tournée, puisque vous parcourez les routes de France avec cette tournée Management Syndrome et compagnie. Juste un mot, vous savez que tout ce qui se termine en hit, c'est inflammatoire en fait. Oui. Et ça vient généralement de ce que les intestins n'arrivent pas à absorber, donc c'est toujours indigeste d'une certaine façon. Et je propose que d'ailleurs pour infobésité, on fasse l'infobésite. Tu prends l'infobésite? Ah bah ouais, je prends, avec plaisir. Ça va porter à confusion. Un bon moment de cette tournée là que vous avez entamée maintenant il y a 3 ans. Il y en a plein parce que ça progresse petit à petit. On a rempli plein de salles nantaises au début forcément, et puis on s'est exporté sur Lorient, Brest. Alors ça c'est hyper émouvant. On a joué au Théâtre Montmartre Galabru, que l'on a rempli, on a fait complet, c'était le 19 septembre 2017, et on l'a rempli en 10 jours, ça c'est la magie parisienne. Et puis on l'a joué dernièrement à la Cité des Congrès. Après, une petite anecdote comme ça, j'ai un DRH, mon ancien DRH, qui est maintenant à la retraite, un homme adorable avec qui j'avais négocié mon départ, voilà, qui vient me voir sans que je le sache
Et puis la conférence se termine, je suis dans notre loge, je dis pas dans ma loge, dans notre loge, j'ai enlevé ma chemise et avec le champagne, les fleurs, etc. Attends, parce que là, pour ça, éventuellement, j'ai un jingle. Éventuellement. Donc, refais-moi, j'enlève ma chemise. J'enlève ma chemise. Non, il va mettre quoi, Sébastien? Ouais. Voilà, c'est ça, j'enlève ma chemise. Vas-y, enlève ta chemise. Voilà, on est en train déjà de déboucher le champagne. Et là, il y a Jacques, je peux l'appeler Jacques D, qui rentre et qui me dit: ah, je savais que t'allais réussir après Système U. C'est génial ce que tu fais, bravo. Super. C'est une belle histoire. Ouais, c'est une belle histoire. En plus, moi, ça me pose question parce que moi, j'ai été comédien pendant 20 ans. Et donc, comment on passe du management au métier de comédien finalement? Bah parce que il y a peut-être des moments où on sait plus trop où on habite professionnellement. Ouais, c'est vrai. Et parce que j'ai fait. Comment on s'en sort avec ça? En fait, parce qu'on est tous multifacettes et que pour éviter le burn-out, c'est bien de ne pas être monotâche et d'essayer d'honorer au mieux ces multifacettes. Et j'ai, comme je l'expliquais tout à l'heure, fait du théâtre d'improvisation. Donc j'ai goûté à ça. Je croque les concerts, je croque les spectacles. Donc je m'imagine à la place de tous ces gens-là pendant des années. Et puis j'ai été consultant dans une entreprise pendant presque un an pour sélectionner des conférenciers. Et là, je rencontre, à l'occasion d'un séminaire qui dure 3 jours, organisé par l'Association française des conférenciers professionnels à Paris, il y a ça à peu près 10 ans, quand je créais ma boîte, des conférenciers des Québécois. Alors je les adore, les Québécois. Et puis eux, ils font de la conférence décalée, théâtralisée, gesticulée. Et ils me plantent une petite graine. Et puis il y en a une, Rosemary, qui me dit: Stéphane, tant que ton ventre il te dit oui, tu avances. Et on revient aux intestins. Et puis voilà, exactement. Et 5 ans plus tard, je me dis: mais j'ai pour idée d'écrire un bouquin. Et puis voilà, ça se transforme en pièce de théâtre grâce à des rencontres, grâce à Rodolphe, grâce à Régis Fleurès, notre metteur en scène. Et puis je me dis Régis me dit: mais faut pas. Vas-y, va sur les planches. Puis manquant un peu de courage, je me dis: j'ai pas envie d'y aller tout seul. Je me retrouve avec un conférencier, j'en parle à David, et qui me présente Rodolphe, et puis on coécrit toute la partie commune, et c'est venu comme ça, avec ce côté aussi ludopédagogique, où on apprend plus grâce justement à ce qu'on capte, grâce aux sentiments, grâce à ce qu'on capte par les intestins. Puis il y a un scénario un peu Francis Weber en plus dans votre conférence, c'est-à-dire que l'expert que tu incarnes n'est finalement pas l'expert qu'on croit à la fin, hein. Le faux Benet incarné par Rodolphe nous montre un personnage qui comprend en réalité beaucoup de choses. C'est une vraie, pour moi, c'est vraiment, c'est devenu petit à petit une pièce de théâtre avec une évolution, et on passe par tous les sentiments, et même la dernière fois qu'on l'a joué à Cité des Congrès, il y a de ça 15 jours, il y a une femme qui est rentrée, on sortait tout juste de scène, elle est montée sur la scène et elle a dit: moi je fais partie des gens qui disent quand c'est bien, et je vais vous le dire. Et elle avait encore les larmes aux yeux, elle a dit: vous m'avez fait rire et à la fin vous m'avez fait pleurer. Et je me rappellerai de votre conférence pendant très longtemps, parce que j'ai tout capté grâce à ces émotions. Et bien la voici, c'est justement. Numéro 4. Merci pour J'ai une dernière question. C'était Nico avec une perruque. J'ai une dernière question. Est-ce que tu as encore la trouille? Attention à ce que tu veux dire. Oui, mais l'autre fois j'ai réalisé que j'avais joué devant 350 personnes, et en fait mais bien sûr je l'ai, et puis c'est hyper important, et puis je l'aime ma trouille, je l'aime mon trac, mais bien sûr j'en ai besoin, ça me permet de me centrer. Et le jour où je l'aurais pu, je sais qu'on en parle en cours, en formation de prise de parole en public, c'est où là je l'appellerai, je dirais: tu viens, j'ai besoin de toi. Ou Sarah Bernard te dira: non mais vous n'avez pas de talent, monsieur. Voilà, exactement, voilà, c'est la fameuse formule de Sarah Bernard. J'adore. Elle s'appelle Monique pour moi. Une nouvelle identité, on va accélérer parce qu'il y a Dame Cécile derrière qui veut chroniquer, et qui en plus est l'invitée de J'ai des mots à vous dire, c'est quand même exceptionnel. Donc avant qu'elle s'en aille, c'est pour ça qu'on l'a coincée entre vous deux, pour pas qu'elle quitte le banc des invités. Une nouvelle identité professionnelle pour toi, Stéphane, hébergeur d'entreprise notamment, avec un lieu, l'Estélène. On est à Château-Thébault, 10 minutes du périph' sud de Nantes. Ça c'est pour le slogan, pour le jingle tout à l'heure, Nico. Comment est née l'idée de créer un lieu de bien-être à destination notamment des entreprises? Parce que je suis consommateur depuis des années en tant que manager, et puis en tant que organisateur de séminaires de lieux.
et que je me suis dit que ça serait bien que j'ai mon propre lieu pour recevoir les entreprises, pour qu'elles, je sais ce qui peut plaire, ce qui peut déplaire, ce qui peut faire aussi que les gens se mettent au vert et prennent du recul et se mettent dans de bonnes conditions pour phosphorer et apprendre à se connaître autrement, de soi à soi, mais aussi vers les autres. Ça croise peut-être une fibre orientée vers la nature, vers la simplicité, l'environnement, l'écologique, et qui est en train de monter en puissance à vitesse grand V. Tu me disais l'autre jour, par exemple, que l'un de tes sports favoris, qui est le ski, tu y renonçais, parce que ça, c'est plus possible, c'est plus écologique. Ouais, c'est plus possible. Alors moi qui suis un glisseur en tout genre, roller, planche à voile, ski, j'éprouve pour cette consommation-là, entre autres, mais plein d'autres, j'éprouve du dégoût. J'éprouve du dégoût. Ça va jusqu'au dégoût. Ouais, bien sûr. Bah oui, pour que je prenne cette décision-là, c'est un dégoût. Donc c'est un dégoût de faire autant de dépenser autant d'argent, de faire autant de routes, de se retrouver dans autant de bouchons, de faire autant de queues, et puis de prendre conscience aussi que la plupart de la neige sur laquelle on glisse, elle est artificielle, qu'elle pompe les nappes phréatiques, et que en dessous il y a des bouteilles de plastique, il y a des pique-niques, il y a des mégots, etc. Et que en fait quand on va au ski, on profite de pas grand-chose, et surtout pas de la montagne. Donc ça c'est toute une démarche, puis c'est des rencontres, c'est une rencontre aussi avec ma chérie Hélène, d'où l'Estélène d'ailleurs. Qui s'est planquée au fond du bateau. Qui s'est planquée au fond, voilà. Qui se fait toute petite alors qu'elle fait 1m73. Hors taxe. Encore ce matin, hors taxe, ouais. Et encore ce matin. Ouais. je prends tous les jours. Ce lieu s'appelle l'Estélène, en l'occurrence la contraction de Stéphane et Hélène. Esteban et Hélène. Ouais. Et ouais, c'est une prise de conscience et de se dire nous on va proposer aux entreprises, c'est des ambitions toutes simples, c'est de proposer aux entreprises de venir vers du spectacle vivant, c'est de faire venir les entreprises vers l'essentiel, vers la nature, c'est de partir en randonnée à pas cher. On fait des séminaires à Marrakech. On fait des séminaires mais dans des endroits pas possibles, on fait sauter à l'élastique des gens, etc. Alors que les gens ils veulent juste... Moi j'avais besoin en tant que salarié, parce que j'ai rencontré des lieux comme l'Estélène où on allait vers l'authenticité, les gens... Et on peut sauter à l'élastique du toit ? Mais non, ça sert à rien de sauter à l'élastique quand on veut faire du management ou quand on veut faire du team Télécom. Ouais, voilà. Et fais du saut à la corde une bonne fois pour toutes. Mais non, on a tous besoin, je pense, ça c'est d'authenticité, de choses simples et de revenir vers la terre. Nos enfants nous y encouragent. Donc c'est vers ça. Ça vous parle ça, cette fibre orientée nature, simplicité, y compris de façon assez abrupte, hein, c'est-à-dire prendre la résolution de ne plus aller vers un sport qu'il affectionnait particulièrement, qui est le ski, Dimitri ? Oui, non, pas forcément sur la nature, parce que bon, ça, on en est à peu près tous conscients, mais moi je parlais aussi tout à l'heure, d'ailleurs pendant la pause, qu'il y a un territoire qui est un grand absent aussi, notamment dans l'univers du management, c'est les émotions. On en a un peu parlé pendant l'interview précédente, mais je trouve que là aussi c'est un drame, quoi. Je pense que tu seras d'accord avec moi en partie. Et si tu pouvais ne pas être d'accord, moi j'aimerais bien avoir un peu de débat dans cette émission. Je suis pas d'accord. Moi. Voilà, merci. Bon, voilà. Merci. Non, mais donc voilà, j'avais envie de réagir là-dessus, parce que c'est vrai aussi que c'est quand même. Non, je suis pas d'accord. Ouais. Alors Nico est pas d'accord. Non, mais je suis pas d'accord. Non. Oui. Mais c'est ce que je conseille auprès des managers, soyez authentiques. Si vous avez besoin de pleurer, de dire que vous avez pas été bon, que vous devez faire votre mea culpa, mais faites-le. Les gens recherchent l'authenticité. Arrêtez de jouer un sketch, de jouer aux méchants, de jouer aux gentils. C'est bon pour l'ego, ça. On a fait une émission sur l'ego en plus sur cette chaîne il y a pas longtemps. Il est grand temps de se soigner notre ego. Nico et ensuite Serge. Ça coûte pas trop cher d'être authentique aujourd'hui ? Quand tu dis on va faire un séminaire à Marrakech, on fait du saut à l'élastique et tout ça, non ? Mais ça coûte très cher, ouais. Puis ça sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Restons sur l'essentiel. C'est derrière, bien souvent, partons plutôt d'un brief, d'une page blanche, et puis recentrons-nous sur les objectifs, sur les enjeux et ce que les gens veulent. Et en fait, on veut du simple à pas cher.
Serge, il y a un animateur germe que tu connais très bien qui s'appelle Raymond Haas, qu'on salue au passage s'il nous regarde, il est à Marseille. Et il dit le contenu est important bien sûr dans une journée germe, une journée de formation, mais le rapport à l'émotion, la rencontre, elle est tout aussi fondamentale. Tu partages ? Ah oui, mais effectivement, c'est évident. Je pense que l'apprentissage, d'ailleurs, on retient 10 fois plus quelque chose qui nous a émus d'une certaine façon. Donc ça, c'est déjà le rapport à l'apprentissage. Mais en fait, quand on est dans un groupe, quand on travaille sur ces sujets-là, on peut passer toute sa vie à apprendre le management, la com ou une langue. De toute façon, on n'aura jamais fini de faire le tour de la question. Mais par contre, ce qu'on retient le plus, c'est effectivement le partage entre les personnes, la confiance, expérimenter. Je crois que le maître mot, c'est faire ensemble quelque chose et qui nous permettent d'être nous-mêmes authentiques, certes, mais il y a plein d'autres mots qualificatifs qu'on pourrait rajouter, c'est d'être soi-même. Alors comment tu fais pour être toi-même ? J'essaye, comme les uns et les autres, aussi, de vivre, de partager les émotions, entre autres. Et c'est le micro, voilà, c'est le micro que je te montre. Je pensais que tu voulais me faire oui, Non, c'est le micro, il faut que je le rapproche. Ça veut pas dire que je le mange, ça veut dire... J'approche le mot, je t'envoie des bisous. J'essaie, comme vous tous, d'avancer. C'est pas facile d'être soi-même. C'est peut-être l'exercice le plus difficile. Dimitri, puis ensuite on va... J'ai juste une toute petite formule que j'adore employer, que j'emploie absolument partout. Je dis simplement, apprenez à parler avec le cœur. Point. Ouais, mais tu fais comment concrètement? Parce qu'il faut, ici c'est comme une formation. Tu relis Le Petit Prince, c'est comme une Le Petit formation Prince, Saint-Exupéry. Avec des astuces. On lit Le Petit Prince, par exemple. Max, vous voulez réagir, Max? Juste, si tu veux faire un petit séminaire très simple, pas cher, une petite croisière sur l'Erdre avec le Spirit of Victoria, c'est parfait. Mais le top c'est que le Spirit parte d'ici et aille jusqu'à Château-Thébaux. C'est tout à fait possible. Ouais, c'est alors possible. Château-Thébaux, malheureusement, on peut pas remonter la Sèvre avec. Tu t'arrêteras à Vertou. Mais par contre, on a quand même toute l'Erdre jusqu'à Sucy-sur-Erdre et un peu plus loin jusque dans les plaines de Mazerolles. On fera un point navigation, c'est promis. Nico? Oui, je peux boucler avec un jingle si tu veux sur. Je l'attendais moi le jingle. On aura fini. On a fini. On a fini. J'ai encore plein de choses à dire. Faut me réinviter. Bien sûr. T'avais pas 2 mots à nous dire seulement? Ouais, je voulais aussi te parler de tomates, de t-shirts. L'Est-Hélène pour se mettre au vert à 10 minutes de Nantes. L'Est-Hélène, c'est le bien-être, l'authentique, la simplicité pour votre entreprise. À Château-Thébaux, attention, nous ne sommes pas ouverts en période de neige. Yeah. C'est très bon. Je l'applaudir. Bravo. Ça va, je pense, te toucher particulièrement et puis sans doute vous toucher, la chronique de Cécile. J'ai 2 mots à vous dire. Et on pourra plus nous dire, c'est pas tes mots. Eh ben oui, exactement. Bonjour Cécile. Salut David. Cécile Préfol, mesdames et messieurs, Cécile Préfol. Alors, on l'accueillir en 2 temps parce que quand je t'ai proposé d'être l'une des invitées de la première de J'ai 2 mots à vous dire, tu m'as rétorqué. Non mais ça va pas. Et finalement, en fait, il y a possibilité de trouver un compromis. C'est d'abord la chronique, puis ensuite, on te garde avec nous pour que tu nous racontes un petit peu ta vision du monde, un tout petit peu. Ouais, de toute façon, il nous reste quoi, 3 minutes 50, voilà, maximum. Alors, la chronique de Cécile aujourd'hui avec un petit fond musical, c'est quand même beaucoup plus sympa. Avec, en l'occurrence, je suis paumé dans mes fiches. On va nous parler d'un sujet l'école des bois. Tu nous parles de l'école des bois aujourd'hui, un sujet. Ça vous parle, non? L'école des bois. Est-ce que ça vous parle, l'école des bois? Vous allez le découvrir. Cécile. Alors l'école, difficile de faire sans. Comment faire autrement si la seule réforme valable en matière était une société sans école? Alors l'idée n'est pas nouvelle, une société sans école, c'est le titre d'un essai qui est paru en 1971 par Ivan Illich et qui prônait la déscolarisation au profit d'une éducation qui permet d'apprendre la vie plutôt que d'apprendre sur la vie. Quelques années plus tôt, en 1950, et puis dans les années 70, les Waldkindergarten, alors je sais pas si... Ouais, ça j'ai préféré que tu le dises plutôt que de m'en faire une relance. Pour travailler ça... Il y a Kinder dedans déjà. Ouais. Donc ce sont des jardins d'enfants en allemand, redessinent les contours de l'apprentissage et du profil de l'enseignement. Ce nouveau concept de garderie n'ouvre pas des portes, il les abat. On assiste alors à l'émergence d'écoles sans murs, sans toit,
avec un seul projet, celui de favoriser la créativité, l'apprentissage par l'expérimentation et la sensibilité à l'univers de la nature. Alors qu'est-ce que ça changerait de supprimer l'école ? Eh bien David, selon Ivan Illich, le système obligatoire actuel nous pousse à consommer les matières comme des biens de consommation classiques, au détriment d'une formation permanente de l'individu par lui-même. Finalement, l'école obligatoire crée l'illusion que l'essentiel de l'éducation provient de l'enseignement, alors que finalement, l'éducation véritable vient de l'extérieur, de ce que nous expérimentons en dehors de l'école, et qui n'a pas de rapport avec un programme d'enseignement. D'après lui, l'institution que nous connaissons confond deux principes, l'éducation et l'enseignement. Imaginez un instant, pour apprendre demain, la société met à disposition des enfants, des ados, des adultes, des possibilités d'éducation volontaire, accessibles à tout moment, quelle que soit la classe sociale. Les étudiants seraient munis de bons éducatifs, donnant droit à 10 heures de consultation avec un professeur privé de leur choix, puis pour le reste, l'accès à la bibliothèque, des réseaux, des matériaux divers. Observez autour de vous, ici et là, ce modèle a germé en France et ailleurs, porté par des citoyens qui se sont emparés avec le numérique du droit de transmettre et de rencontrer, de faire et d'essayer. Pas plus tard qu'en ce moment, à Nantes, des dizaines de meet-ups, ces rencontres organisées par des citoyens sur des thèmes qui vont de l'art de brasser les bières au développement informatique, rassemblent chaque semaine des dizaines de personnes séduites, des dizaines, même plus que ça, de personnes séduites par l'envie d'en savoir plus, de rencontrer des pairs, de comprendre un principe. Et ceci sans lieu préétabli ni frais d'entrée. Le concept plaît, rend l'accès au partage des savoirs vivants et connaît un succès croissant. Pas d'engagement, pas d'enseignement attitré, celui qui sait propose, celui qui est intéressé vient. Le voici, le modèle qu'avait proposé Ivan Illich, un système d'acquisition de connaissances stimulé par le groupe, les amis, ceux qui ont les mêmes intérêts. C'est la reconnaissance du droit de n'importe qui, de n'importe quel âge, à transmettre un savoir. Alors, qu'est-ce que propose de plus l'école des bois ? Alors tout simplement d'ancrer profondément dès l'enfance les valeurs d'apprentissage mutuel et de connexion à la nature. Actuellement, il en existe 700 des jardins d'enfants en forêt qui ne dépendent d'aucune instruction formelle. Les enfants planifient, organisent, analysent et explorent par eux-mêmes. Est-ce que tu as un petit son ? Exactement. On va faire passer. Finalement, je me suis rappelé en fait d'un projet que j'ai connu parce que je vivais dans une ville en Allemagne, à Wiesbaden, où il y a le premier jardin d'enfants de la forêt, en fait, le premier Waldkindergarten, qui a été créé en Allemagne en 68. Et ça a été créé par une dame qui était en fait actrice du théâtre et qui à un moment s'est retrouvée toute seule avec ses 3 enfants, il me semble. Elle a commencé à passer ses matinées avec ses enfants à la forêt, et puis du coup après elle a pris les voisins et les amis des voisins, etc. Et puis du coup tout le monde voulait amener ses enfants avec elle à la forêt. Elle, son idée était vraiment très très simple, c'était de passer la matinée avec les enfants dans la nature. Et avec toutes ces années, ils ont créé tout un monde imaginaire dans la forêt. Donc quand on écoute les enfants parler, ils parlent de l'arbre qui raconte des histoires, du lac où vivent les fées, la pelouse du ciel, enfin il y a tous ces lieux. C'est vraiment toute une cartographie qu'ils ont dans la tête. Et c'est en parlant de ces lieux imaginaires en fait qu'ils savent où ils vont aller aujourd'hui, parce qu'ils décident le matin démocratiquement un peu qu'est-ce qu'ils vont faire. Et voilà, et donc c'est vraiment basé sur ce modèle en fait un peu que j'ai essayé de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire à Majorque. Et voilà, et donc là, c'était évident que de faire un projet dans la nature, en plein air, en fait, était la solution la plus évidente et la meilleure aussi, non ? Parce que c'est vraiment en étant dans la nature qu'on apprend à traiter la nature comme un égal. Ensuite, c'est aussi une question économique. La nature, c'est public, ça coûte pas cher, il n'y a pas de loyer à payer. Donc, c'est faciliter les choses aussi. Eh oui, moins coûteux et aux multiples bénéfices collatéraux. Alors dans ces écoles des bois, on collabore, un concept très à la mode dans le monde économique et qui semble évident si on a expérimenté dès l'enfance l'entraide, l'empathie, l'envie de faire partie d'un groupe. Est-ce que vous avez encore des doutes ? Je vous propose quelques petites secondes, une dizaine de poignées, pour savoir ce qu'en pense le papa de Loïc. À l'école des bois, il a appris à demander de l'aide au lieu de directement faire des colères. C'est pas juste il s'est comporté bien ou il s'est comporté mal. C'est qu'est-ce qu'a fait ton fils aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a appris à faire tout seul, et non pas est-ce qu'il a suivi les règles ou pas.
J'adore ce petit extrait, non pas est-ce qu'il a suivi les règles ou pas. Qu'est-ce que nous avons appris à faire tout seul aujourd'hui et non pas ce que nous avons suivi comme règles. Alors retournez au bois, faites-y des réunions, des cours de maths, testez, tombez, recommencez, suspendez-vous aux arbres. Vous êtes tout simplement en train de suivre un cours de la vie. Et je finis juste en disant que les extraits que nous avons passés sont extraits d'un documentaire disponible en podcast sur France Culture, un documentaire d'Inès Léraud qui est allée interviewer cette école des bois à Majorque. Et on retrouve la professionnelle de radio quand même qui vient en plus avec des sons. Ça c'est top. Ça vous inspire cette expérience de l'école des bois? Dimitri, Arnaud, Cécile, oui. Quelle est la différence entre les écoles des bois et puis les très récentes et très connues écoles démocratiques? Les écoles des bois sont vraiment des garderies qui, si tu veux, c'est l'équivalent des jardins d'enfants qu'on a aujourd'hui, des crèches. Et les écoles qu'on a aujourd'hui alternatives vont un peu plus loin, jusqu'au système scolaire CP, parfois collège, voilà. Mais qui tendent à s'approcher le plus possible aussi de ce format-là. Aujourd'hui, les écoles des bois, c'est vraiment ces systèmes de garderie qui font que tu ne vas pas du tout dans une crèche, mais que tu pars le matin dans la forêt, plus ou moins bien équipé. Voilà. Arnaud veut réagir. Non, juste une remarque, moi j'ai adoré aller à l'école, j'ai adoré déposer mon fils à l'école. Mon fils a été à l'école, il ne savait pas lire, je ne lui ai pas appris à lire, c'est les enseignants qui lui ont appris à lire et c'est un travail merveilleux, quoi. Donc je pense qu'il ne faut pas comparer les deux, je trouve que l'école a sa place. C'est une autre approche. C'est une autre approche, simplement on a la chance en tant que parent de déposer un enfant au mois de septembre, il ne sait pas lire, vous le récupérez en octobre, novembre, décembre, il commence à lire. Là, vous pouvez avoir une autre méthode de travail avec lui. C'est la même chose pour les maths. Et moi, j'ai des souvenirs d'enseignants extraordinaires. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi, pas comparer, mais expérimenter. Oui, ça ne s'oppose pas du tout. Je pense que ça ne s'oppose pas du tout. J'ai dit qu'il était de mauvaise foi. Mais c'est très bien, c'est très bien. Il y a des enseignants dans les écoles des bois. Il y en a marre les profs de l'école de la country qui sont dans du bitume et vivent le bitume. Non, mais ça leur ferait du bien de sortir de leur mur. Il y en a marre des idées convenues comme ça, c'est très très bien. Juste un partage rapide. L'école des bois, c'est aussi l'exemple des Amanins où je suis allé. L'école, un lieu de vie. Les Amanins, ça a été lancé par Pierre Rabhi, le pape de l'agroécologie. Et il y a une école aux Amanins dans la Drôme, à côté de Montélimar, qui est dirigée animée par Isabelle Peloux, et qui est basée sur l'école de la non-violence et vivre en harmonie avec la nature. Et tout est un espace d'éducation, y compris gérer les difficultés que les uns ou les autres peuvent rencontrer, ou apprendre à faire à manger, par exemple. C'est un vrai projet politique, en fait. Voilà. Merci, Élodie. C'est pas ça qui nous formera des routiers. Oui, moi je voulais rajouter quelque chose aussi, c'est que ça va de pair avec ce que disait Stéphane tout à l'heure sur renouer avec la nature, ce que l'homme en fait s'est coupé de la nature, donc on considère que voilà, il y a l'homme et la nature alors qu'on fait partie de la nature et il y a un réseau qui existe qui est la fédération Connaître et Protéger la Nature. N'importe qui peut ouvrir un club s'il le souhaite et puis reçoit des fiches en fait de cette fédération pour apprendre aux enfants en fait la nature, mais ça s'adresse aussi aux adultes. Et si on veut que les enfants protègent la planète, Isabelle Peloux a dit quelque chose très bien, elle dit aussi quels enfants laissons-nous à la planète. Donc c'est pas quelle planète laissons-nous aux enfants, c'est aussi quels enfants allons-nous laisser. Donc il faut travailler toute cette pédagogie-là et de leur apprendre aussi à respecter la nature. Aujourd'hui, on en a beaucoup après les abeilles, où les abeilles, il faut les sauver, etc. Donc ça, c'est formidable. Mais sauvons aussi les enfants. Oui, mais des abeilles, il y en a énormément de sortes. Il n'y a pas que des abeilles qui vivent en collectivité avec une ruche, il y a des abeilles solitaires. Il y a aussi des guêpes qui vont aussi aider justement à tout ce qui est pollinisation, les bourdons, les papillons. Donc je trouve qu'il y a vraiment un accès comme ça. Il faut être dans l'ouverture d'esprit aussi par rapport à la nature et ça s'enseigne, ça s'apprend. Donc, et ça peut être fait dès aujourd'hui avec ces réseaux-là. Fanny ? Oui, c'est pour boucler un petit peu, je pense qu'au fur et à mesure des témoignages de chacun, finalement, on parle un peu toujours des mêmes choses. Avec, et tu t'ennuies, c'est ça que tu veux dire? Il y en a marre. Absolument pas. Non, ça parle tout le temps d'éducation, développement personnel, c'est chiant. Et on n'a plus de bière. Il faut dire les choses, en fait. À un moment. Boire avec modération. Ça fait que me confirmer que c'était vraiment passionnant comme soirée. Et bravo pour ta chronique qui était vraiment super jolie.
Et donc, je pour dois filer revenir- parce que j'ai une répète derrière. Pour revenir sur l'idée du coup du collectif, que c'est dans le groupe en fait qu'on va apprendre et de soi et auprès des autres, et je pense que ça s'inspire clairement de ces écoles qui ouvrent de plus en plus un peu partout. On est dans l'apprentissage collectif qui va de pair avec l'écologie, qui va de pair avec le développement personnel. Merci effectivement pour ces jolis compliments, notamment à l'égard de notre chroniqueuse Cécile qui devient invitée maintenant. Cécile Préfol, conseillère et formatrice auprès de dirigeants d'entreprises, passionnée par les entrepreneurs et les entreprises en général, journaliste radio à Jet FM, émission Les Barbares des Hommes en boîte, et plus récemment Après le virage. Voici Cécile Préfol avec un jingle quand même. J'ai 2 mots à vous dire. L'invité, on va lui poser plein de questions. On va lui poser plein de questions. C'est pas évident d'accepter l'idée d'être invité. Ce serait bien si ça se passait assez vite en fait. Moi, t'es sûr. Alors en plus, on a une assistance technique, parce que je sais que tu aimes les nouvelles technologies. Hein, C'est vrai. n'est-ce pas? tu sais qu'elle aime les nouvelles technologies, et donc pour cette interview, Il y a Élodie, une voix artificielle. une voix artificielle qui va je crois, poser la première question en fait. Alors, donc tu poseras la suivante, Ouais. et la première, je crois, c'est l'intelligence artificielle qui va poser cette question. On y va? Vous avez grandi où et comment ça vous est venu cette envie? C'est pas nous. C'est dingue parce que le logiciel est tellement bien fait qu'il imite ta voix. Alors ça se paiera assez cher. Mais Bon, dis donc. En fait, je sais pas où t'avais chopé ça en plus. dans une émission que tu as faite sur Jet FM, Des Hommes en boîte. Ah oui, exact. Voilà. Tout à fait. L'émission avec Bastien Coussou, on va en reparler peut-être tout à l'heure. Comme quoi, il y en a qui se repassent tes Ouais. émissions. Hein, C'est toi l'auditeur? Oui, exactement. Et puis maintenant, on va être une vingtaine de plus. Alors, le parcours de Cécile, tu veux que je te la relance peut-être, ou t'as peut-être pas entendu, question, donc. t'as peut-être pas entendu le contenu de cette question? Vous avez grandi où et comment ça vous est venu cette envie? C'est pas évident de se réécouter, Cécile? Non, puis surtout, c'est bien de poser les questions, c'est quand même beaucoup moins rigolo d'y répondre. Alors, comment ça m'est venu l'envie? Ça m'est venu, en fait, ça démarre d'une pratique d'auditrice, beaucoup. J'écoute beaucoup la radio depuis toujours. Je suis née dans une famille où on écoutait tout le temps la radio, sans arrêt. On écoutait quoi? France Inter. France Inter, ouais. France Culture. France Inter, France Musique, pas tellement France Culture, vraiment France Inter à toutes les sauces. Donc ça vient de cette pratique-là. Et puis après, ça vient d'un projet qui date vraiment des Hommes en boîte. Ça fait très très longtemps que je l'avais en tête. Pourquoi? Parce que je rencontrais beaucoup d'entreprises industrielles qui sont souvent des entreprises, qui sont souvent des entreprises très peu connues, et mon grand plaisir c'était d'aller dans les ateliers et puis de regarder chacun m'expliquer sa machine, son boulot, m'expliquer un petit peu comment ça s'appelait. Il y avait toujours un vocabulaire incroyable, et puis je sentais vraiment des yeux brillants quoi. Et je me disais, un de ces jours, il faudrait que je fasse une émission où on va voir ce qui se passe dans ces ateliers, derrière cette porte-là. Ouais. Et voilà, ça c'est resté assez longtemps. Et l'envie d'y travailler dans l'industrie? Je sais pas si c'était l'envie d'y travailler. Il y a l'idée de transformer quelque chose qui me plaît beaucoup, ouais, et que je retrouve dans la radio. Ouais. Stéphane et Élodie ensuite. Dans ton émission Des Hommes en boîte, est-ce que tu as déjà invité des Chippendales? J'adore cette émission. Merci, parce que ça peut partir dans n'importe quelle direction à tout moment. En fait, c'est un atelier d'impro, Fanny. On n'en voit pas souvent dans le milieu industriel. Dans quoi? Dans le milieu industriel, il y en a sûrement beaucoup. Non, mais il y en a en boîte. Ouais. Et Chippendales, c'est. Ah, des hommes en boîte. Des hommes en boîte. Ah, bien vu. Je l'avais pas sur le coup. Moi, je me refaisais le film, en fait. Non, si Arnaud avait compris, forcément, parce que. Non, mais Arnaud. Parce qu'Arnaud, il sort en boîte. Arnaud, il va plus vite qu'une fusée Ariane. Je bosse pas en collectivité, moi j'ai pas tellement le temps d'aller en boîte. Ça c'est de l'impro. Ça c'est de l'impro pour le coup. Passez-lui un micro, il a le droit de répondre, je suis désolé. Ça c'est très très bon. C'est très bon. Arrêtez, ta passion est née parce que tu t'emmerdes à la CCI. Ça y est, on reconnaît le jeu de mots à vous dire d'il y a 5 ans. Ça y est, enfin, c'est parce que la fatigue arrive, les nerfs. Non, mais au début, été vexé, monsieur. Les caméras ça inhibe au début, et puis finalement on revient bien à l'ambiance radio, c'est parfait. Il a dit. Qu'est-ce qui te passionne dans les entreprises?
Les hommes. Je crois que je vais changer de place. Alors, ouais, c'est ça, c'est les hommes. Elle est pas... Celui qui l'a dit. C'est la dernière. Après, on retourne à l'intelligence artificielle. Ouais, non, c'est compliqué. Excuse-moi, ta question est intéressante, mais il y a une bande de. Ils sont fatigués, je pense. Ça fait trop longtemps qu'ils sont fatigués. Oh non, mais on va marquer une pause et puis on va continuer tous les trois, Elodie, Cécile et moi, l'émission. Exactement. Dans les entreprises, il y a un côté fascinant. C'est quoi? C'est l'émancipation, c'est la liberté, c'est de décider de ce qu'on a envie de mener et puis peut-être passer à une direction tout autre d'un mois à l'autre. Je sais pas, c'est les histoires en fait. C'est souvent ça le point de départ. C'est la rencontre et les histoires. Peu importe ce qu'on y fabrique, l'idée c'est de rentrer aussi avec une matière de départ, une nourriture, j'ai envie de dire, une matière première, et puis de la transformer, de la sublimer, d'en faire autre chose, et tout ça très collectivement. Et ce qui m'intéresse principalement, c'est comment tout ça se passe, avec quels sons, quels moyens, quel savoir-faire, et puis qu'est-ce qui les unit tous, quoi. Pourquoi ils sont là à cet endroit à ce moment-là, et en quoi ils ont cru, quoi. Laïe est toujours avec nous. Est-ce qu'il y a des histoires d'entreprise ou des modèles qui vous inspirent? C'est affreux. Non, mais faire ça à une amie, une ancienne amie, une future ancienne amie. C'est ça, c'est comment perdre une amie en une émission. C'est dégueulasse de faire ça. Après c'est moi et après c'est Nico, c'est ça. J'étais hyper content de mon coup quand même. Il est pas drôle ce jeu? Non, c'est vrai, il est pas facile. On arrête là alors avec l'intelligence artificielle. Je suis pas une intelligence artificielle. Non, je parle des questions en fait. Non, t'es une intelligente tout court. Tout court. On a commencé l'émission avec comment vous avez fait pour arrêter d'être bègue et maintenant c'est comment devenir muette, tu sais. Alors les inspirants, c'est ça la question. Ouais, c'est ça la question. Alors attends, parce que on va réécouter la question. Est-ce qu'il y a des histoires d'entreprise ou des modèles qui vous inspirent? Non mais moi je voulais bosser à France Culture, c'est tout. Hein. Je suis pas une fille compliquée. Ah bah, pourquoi pas faire une radio? Bah non, ou GTFM. GTFM, ils ont bien voulu de moi parce que j'ai payé mon adhésion. Quelque chose qu'on. Alors justement, Elodie. Manifestement, en fait, il y a ces 4 traiteurs qui t'avaient beaucoup marqué. T'avais reçu un invité, Bastien Cousseau. Ouais. Bastien, il m'a touché parce que c'est un pur modèle de réussite à partir d'un échec scolaire. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà fait appel à ses services. C'était une entreprise qui fait. Ils sont basés à Vigneux. Ouais, c'est ça, qui est à Vigneux, c'est un traiteur. Et en fait, Bastien, il a complètement échoué à l'école et puis il fait des petits remplacements en restauration. On parlait de la restauration tout à l'heure, qui est un métier vraiment difficile. Et puis petit à petit, il monte son entreprise. Ça grossit de plus en plus. Et puis au bout de 5 ans, en fait, un incendie ravage tout. Et il perd absolument tout. Et ça va être le début pour lui d'une renaissance dans le sens... vraiment d'un avant et d'un après. Il va se questionner, il va réinterroger ses pratiques, il va réinterroger son mode de management. Et aujourd'hui, il a complètement mis en place une entreprise qu'il appelle responsabilisante, humanisante. On n'est pas très loin de l'entreprise libérée, mais on n'est pas très loin. C'est pas un mot qui lui convient, donc je l'emploierai pas. Et ce qui est intéressant, c'est tout le chemin aussi personnel. On parlait de ça tout à l'heure, qu'il a parcouru lui-même, ce travail sur lui aussi pour arriver à ne pas intervenir sans arrêt, à laisser faire, à ne pas pointer du doigt quand les choses sont pas tout à fait correctes ou quand techniquement le geste n'est pas là. Et du coup à faire confiance, c'est le mot clé en fait dans son aventure et dans son histoire. Et on a beaucoup ri en fait en faisant cette émission parce qu'il y avait beaucoup d'amitié dans cette entreprise. C'est combien de temps une émission comme Des hommes en boîte Alors, au début, ou même les barbares dont on va parler? Au début c'était beaucoup de temps parce que je me suis lancée là-dedans, je savais pas tenir un micro, j'avais jamais fait de montage ni de mixage et donc tu revenais au studio, tu n'avais pas les sons? Ça arrive ça parfois? Alors non, ça peut arriver. Ouais, ça. Bah, bien si, sûr, ça peut arriver. Il y a eu des moments de pleurs, hein. De crise de larmes. De solitude. Et oui, au début, heureusement que je savais pas ce qu'il fallait faire parce que je l'aurais jamais fait. Ouais. Ah bon?
Bah, en fait, je n'avais pas du tout réalisé qu'une heure d'émission toute seule, c'était comme un truc de fou furieux, quoi. Ouais, c'est clair. Parce qu'il y a les archives, la musique, le montage, le mixage, les prises de son machine, les prises de son homme. Et c'est très très bien fait. Je le dis avec un tout petit peu de honte parce que j'en ai pas écouté beaucoup. Et heureusement qu'il y a eu cette idée de t'inviter là parce que je suis en train de me rattraper. Et bon, d'abord les podcasts et les émissions de radio, c'est fabuleux. Mais alors, le travail que mène Cécile avec des hommes en boîte, les barbares, et puis là tout récemment avec Après le virage, c'est absolument somptueux à écouter, à retrouver sur le site de Jet FM, hein, voilà, sur internet, c'est facile à trouver. Arrive l'émission Les Barbares. Alors ça parle de quoi, Les Barbares ? Je te lance plus de questions de l'intelligence artificielle, j'ose plus. Les Barbares, je suis pas toute seule sur Les Barbares. On co-anime avec Jérôme Romain cette émission depuis 3 ans. Là, c'est la 3e saison. Et c'est une heure de magazine, une fois par mois, en direct, avec un invité qui vient revisiter avec nous un sujet assez classique. On est sur des sujets un peu de société, mais sous un angle, non pas décalé, mais sous un angle où on va chercher à revisiter, en fait, comment on parle de ce sujet aujourd'hui dans notre société. Donc pour vous donner un petit exemple, on a traité de la mort par exemple en faisant intervenir la coopérative funéraire que tu as, je crois déjà. Encore des hommes en boîte. Et en fait, en parlant d'hommes en boîte, ils vont nous aider en fait. Excuse-moi, j'étais branché sur Cécile et d'accord. Okay. Ouais, il fallait la faire celle-là. L'invité qu'on avait ce jour-là est une femme maître de cérémonie qui nous a permis d'aborder ce sujet-là avec une vraie réappropriation. On parlait aussi de se réapproprier, d'oser faire et de se réapproprier un certain nombre d'actions. Et c'était très intéressant de revisiter avec elle tout ce parcours hyper compliqué du deuil, de réfléchir aussi à sa propre mort. Enfin voilà, et ça nous a permis de faire des émissions comme ça à chaque fois sur des sujets assez classiques, mais sur lesquels on est allé visiter ça autrement. Et tu as même enregistré une émission aussi dans le noir. Absolument, c'était assez rigolo. Ouais. On a fait. Alors c'était un thème sur la nourriture et on est allé enregistrer avec Jérôme toute une partie de l'émission dans le noir. Donc c'est assez comique parce que dans le noir, comme. Ouais. T'as intérêt à avoir appris ton conducteur par cœur. Faut avoir appris son conducteur, puis c'est hyper rigolo je branche la lampe de mon téléphone. Ouais, c'est ça. Alors, la question tu n'as pas le droit d'avoir la lampe de ton téléphone. Tu laisses ton téléphone à l'entrée et tu n'as même pas le droit d'avoir le rouge de ton Tascam qui clignote si tu veux. Donc on était bardé de scotch partout. Et là tu flippes complètement parce que tu maîtrises pas les niveaux, tu regardes rien et tu te dis t'as le droit au casque quand même. Ça marche. Ouais, on avait le casque. Pour vérifier. Ouais, ça doit être étonnant ça comme expérience. C'était une expérience formidable. Je vous conseille à tous de faire des choses. Fanny, un stage d'impro dans le noir. Un stage d'impro dans le noir. Oh, je l'aime bien le conseil là, celui-là. Je vais le garder pour moi, celui-là. Faire des trucs dans le noir. Fanny. C'est une très bonne technique de travail en plus de travailler dans le noir. Les musiciens le font quand on veut atteindre un certain niveau à un moment donné et qu'on veut vraiment se connaître dans un groupe. Travailler dans le noir, c'est hyper intéressant. Et c'est pareil même pour la scène parce que ça oblige à une écoute la société totale. Quoi. Non mais là il faut pas finir sur ça. Hein. Et les ça va pas être possible. Non, on va finir par une connerie. On va finir par une connerie. Serge. En écoutant Cécile, moi je pense à mener des pompes funèbres à lancer une politique le bonheur au travail. Max. Juste, si vous voulez, moi j'ai qu'un bouton et on coupe tout. Hein. Moi ça me va bien, ouais. Pour les caméras, ça va pas être pratique. T'as pris les infras ? Non, il a pas pris les infrarouges, donc bon. Et puis donc en cette rentrée 2018, tu lances donc une autre émission Après le virage. Ouais, alors après le virage, je suis passée à 30 minutes. Je suis contente. J'avais dit de moitié et en fait c'est alors je reviens au documentaire et au reportage puisque c'est une émission qui est enregistrée en extérieur et qui part d'un prétexte, un objet, un lieu, une situation pour aller détricoter le fil et le récit d'une personne et revisiter à travers ce qu'elle va raconter une époque, une relation, une histoire, un accident. On parlait d'accident tout à l'heure dans cette émission, c'est un sujet qui me parle particulièrement. Ah oui. En quoi ça te touche ? Après le virage, il y a des accidents, mais parfois il y en a avant aussi.
Et on a commencé la première émission avec quelqu'un qui nous parle d'une veste toute simple, une veste achetée dans les années 70. Et à travers cet achat, finalement, on va revisiter l'émancipation d'une femme dans les années 70, qui raconte comment, finalement, le jour où elle est partie faire cet achat, il s'est passé beaucoup plus que ce qu'elle imaginait. Et c'est souvent assez touchant comme ça de partir de... Alors ce qui me fascine, c'est que j'aimerais faire des portraits sonores de tous les gens qui mettent des objets sur le bon coin. Ouais. Et j'aimerais savoir ce que ça raconte. Ah, c'est bien que t'as de l'avenir. Là, il y a de quoi faire, à mon avis. Là, il y a de quoi faire. C'est le préfol, vous êtes en... Non, c'est un peu la technique du photolangage, Élodie, toi qui est formatrice initialement. Oui, j'aurais pas également. forcément dit ça. Je pense que c'est plus une démarche anthropologique en réalité là, donc de réussir à comprendre quel est le message, qu'est-ce qu'on fait à montrer une partie de soi-même comme ça dans les petites annonces en fait. L'idée en tout cas c'est de faire parler, c'est de partir d'un objet ou et puis d'aller voir un peu plus loin de ce que ça donne à voir en fait. Ouais, c'est ça. Élodie ? Alors oui, donc une autre question, c'est sur le réseau Plateau. Donc en fait, tu formes des entrepreneurs et qu'est-ce que ça t'apporte de participer à leur formation en fait ? Alors le réseau Plateau, je l'anime avec d'autres, avec succès. S'ils nous écoutent. Avec succès et d'autres. Et bonheur. Avec amour. En fait, ça amène une première chose, c'est l'énergie. Et le bébé de chaud là. L'énergie qui est extrêmement. Ça rejoint ce que Serge vit à travers le réseau Germe. On vient récupérer un concentré d'énergie assez fantastique. Et puis, c'est un véritable laboratoire d'expérimentation, puisque je suis assez libre en fait dans la façon d'animer. Donc, les conférences dans le noir, ça me parle. Les réunions dans les jardins publics, ça me parle. On a fait pas mal de choses comme ça. On a fait un safari sonore aussi dans une entreprise industrielle avec ses dirigeants. Un safari sonore. Absolument. Ah oui. Donc voilà, on aime bien les. À quoi ça ressemble ? Oui, c'est ça. On est allé à la recherche de l'identité sonore de l'entreprise. Ah oui, oui. Et donc, on a fait un safari, comme vous faites un safari photo. On a fait un safari sonore dans cette boîte industrielle où chacun était muni d'un enregistreur. Et à la fin, on a donné à écouter les sons aux dirigeants qui découvraient sous un autre angle l'identité sonore de sa boîte. Ouais. Alors, radio, ton premier métier, c'est l'accompagnement des dirigeants d'entreprise. C'est la communication, mon premier métier. C'est la communication, même. Oui, c'est vrai que moi, je te connais particulièrement en accompagnement de dirigeants d'entreprise. C'est quoi la prochaine étape ? C'est faire partie de leur club ? Ah non, c'est bon. Des entrepreneurs ? Non, devenir, je sais pas. Non, ça serait je imaginable. crois qu'ils disaient faire partie d'un club d'un club Plateau, non, de faire partie du monde des entrepreneurs pour de bon. Ouais, alors de creuser cette piste-là de l'anthropologie sonore et en tout cas du documentaire sonore. Alors ça, ouais, complètement. Et puis plus particulièrement effectivement avec cet angle de l'entreprise, de l'histoire des entrepreneurs et puis des sons. Enfin moi il y a vraiment un truc qui me touche beaucoup et qui est très présent dans les reportages que je peux faire, c'est le son brut aussi des machines. Des machines, des bruits, des pas, des feuilles qui se froissent. Enfin voilà, il y a la parole, mais il y a aussi l'imaginaire. Et on parlait du noir et de l'écoute. Et je trouve que laisser la place aussi au son est vraiment important dans la communication. Dimitri, puis on va s'approcher de la conclusion de cette émission. Oui, non, c'est simplement pour dire mon amour total pour Cécile. Ah ouais. Non, puis alors, ça démarche surtout sur le son. Qui quand même aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure en antenne, qui est quand même devenu le grand absent de la radio quand même. Hein, de la radio. Le son brut extérieur, etc. Et l'amour pour Cécile éventuellement. J'ai ça éventuellement si tu veux déclarer quelque chose. Alors, radiophoniquement parlant seulement, hein, on n'est que sur un registre professionnel. Je sais bien. Alors, de toute façon maintenant c'est pris par les caméras, tout le monde m'a entendu, donc voilà. Cécile, je suis amoureux de ta démarche. De la démarche, c'est déjà beaucoup. Merci Cécile, merci bravo.
On va terminer par une bêtise et je propose en l'occurrence Fanny, la pro de l'impro, de choisir un adversaire, un concurrent pour une battle de questions Miss. Alors ça sert absolument à rien cette séquence, mais ça nous fait marrer en général. En tout cas, ça fait marrer Nico et moi, Cécile aussi parce qu'on faisait ça il y a 5 ans lors de la précédente génération de Jeux de mots vous dire. Est-ce que tu veux choisir un concurrent? J'ai vu que Stéphane préparait son micro, alors on va pas le décevoir. Le questionnaire des Miss, des questions hautement intelligentes, parfois détonnantes et parfois pertinentes, ça peut arriver, qui peuvent nous en dire beaucoup. L'interview des Miss, ça vole pas bien haut, mais c'est rigolo. Et c'est déjà pas mal. Alors j'ai besoin, s'il vous plaît, de quelqu'un qui soit arbitre et qui vérifie surtout le nombre de réponses. Alors le principe est très simple. Tu réponds ce que tu veux, mais tu réponds quelque chose. D'accord. C'est ça l'idée. On commence par Stéphane ou par toi? Par Stéphane. Par Stéphane. Moi aussi, Très bien. Non, je vous pose des questions qui ne servent à rien, et vous devez répondre absolument quelque chose. Et Dimitri, on ne valide le point que quand il y a une réponse qui a été donnée. Mais ça peut être n'importe quoi du coup. Il faut juste répondre quelque chose. Il faut juste répondre vraiment quelque chose. Ok, voilà, ça c'est important. Non, notre réponse dure combien de temps? 1 minute. Ah bah c'est toi qui vois. Faut répondre à un maximum de questions en 1 minute. Ah, faut répondre au plus de questions possibles. C'est ça le jeu. Plus de questions possibles. J'ai peut-être pas été clair là-dessus. Non, écoute, s'il y a de l'enjeu. C'est que la question fermée. Il faut. Bah tu vas voir. Attention, est-ce que tu es prêt? Main sur le buzzer, s'il te plaît. Non, attends, mais on prend chacun son tour. Ah non, c'est d'abord toi 1 minute et ensuite 1 minute Fanny. Ah d'accord, ok. On y va? 3, 2, 1. À quand remonte la dernière chenille qui redémarre? 78. Es-tu du genre à tremper ton BN dans le Benco? Jamais. As-tu déjà collé des affiches politiques? Oui, bien sûr. As-tu déjà rêvé de conduire un bus? 3 fois par jour. Prépares-tu de la vinaigrette dans un shaker en plastique ou en verre? En verre. Que penses-tu du bicarbonate de soude? Eh ben, je m'en sers pour me laver les dents. Le radiateur, tu le peins à l'huile ou à l'eau? À l'eau. Ton canapé, tu le préfères en tissu ou en cuir? Gris. Ça fait combien de temps que tu n'as pas acheté un vêtement en Sky? Jamais j'ai acheté de vêtements en Sky. Tu préfères courir dans la forêt ou dans une salle de sport? Eh ben, à ton avis, dans la forêt. Ton linge, tu préfères l'étendre sur un fil à linge ou sur un étendoir? Sur moi. Est-ce que le livre numérique favorise la lecture? Non, moi je lis pas. Es-tu pour un accroissement de la taxation du tabac? Oui, en tant que fumeur, il y a intérêt. Est-il juste ou injuste de penser que les assureurs sont des voleurs? Autant que les garagistes et les banquiers. Et s'agissant justement des garagistes, on ne touche pas aux banquiers ici, hein? Non. D'accord. Ah oui, parce que c'est en direct en plus. Il se pourrait qu'il y ait un banquier autour de la table. Ah, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 réponses. 13 réponses, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, la barre est haute. Et je crois que le record c'est 16. Hein. Ouais, attention. C'est parce que ça a été trop long. Est-ce que. Ouais, il y a eu un débat à un moment. Attention, on y va avec Fanny. 3, 2, 1. Fanny, tu veux peut-être faire des exercices comme tu as l'habitude d'en faire? T'as pas la musique de Rocky pour me mettre un petit peu dans l'ambiance avant de démarrer? Je te trouverai ça à la prochaine émission, c'est promis. Ça marche. Attention, 3, 2, 1. Est-ce que le café soluble est vraiment du café selon toi? Non, c'est dégueulasse. Quand tu proposes un apéro chez toi, est-ce que tu proposes d'abord l'alcool ou le sans-alcool? L'alcool. T'est-il déjà arrivé d'aller faire un footing pour faire tomber la fièvre causée par la grippe? Absolument jamais. Es-tu du genre à repousser une prise de sang par port de l'aiguille? Non. Est-ce que tu t'es déjà vu jeter du verre dans la poubelle tout venant? Bien sûr que oui, c'est mal. Est-ce que tu es plutôt France 2 ou France 3? France 2. As-tu la télé dans ta chambre? Non. Est-ce que tu es du genre à préparer le café de la veille ou le matin? Je bois pas de café. Très bien. Tu préfères qu'on t'offre une nuit dans un palace 5 étoiles à Cannes ou 3 semaines dans une caravane du camping municipal? 3 semaines dans une caravane. Tu n'as que 2 €, tu choisis la barquette de frites ou une bière? Frites. Dans un festival, évidemment. Quand tu tournes le gazon, tu vas tout droit ou tu tournes en carré? Tout droit. Le rose est-il toujours la couleur des filles selon toi? Absolument pas. Faut-il avoir une voix grave pour faire viril? Oui, bien sûr. Qui est le plus fort, Stallone ou Schwarzenegger? Stallone. Est-ce que tu crois en l'avenir de l'astrologie chinoise? Oh. On l'accorde la réponse? Oui. Oui, elle l'a dit. Allez, combien? Eh ben écoute, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, bravo! Bravo, merci beaucoup. C'était le retour de J'ai de moi vous dire. Je cherche le générique de fin, je vais le retrouver, c'est promis. Merci aux 4 invités, Fanny Dufossé, Cécile Préfol, Stéphane Sanchez, Serge Masrou. Merci aux contributeurs, nous étions sur le Spirit of Victoria. On se retrouve
Dans 2 mois, avec les invités du reste de la planète. Vous revenez dans 2 mois ? Oui. Ça marche. Merci à vous. J'ai 2 mots à vous dire. Et à très bientôt dans J'ai 2 mots à vous dire. Salut. Désormais, vous ne sortirez plus de chez vous sans avoir préparé les 2 mots que vous avez à nous dire. J'ai 2 mots à vous dire. L'émission dans laquelle tout le monde prend sa place. 1, 2, 3, 4, 5.